Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Raconter le monde autrement armé de sa caméra, c'est le choix de Camille Courcy, journaliste et réalisatrice. Elle se rend sur des terrains sensibles pour donner à voir et à comprendre ce que l'on ne montre pas toujours. Son portrait est à découvrir dans un instant. Quant à notre sujet du jour, on en parle régulièrement dans cette émission, c'est la gamification ou plus simplement le fait d'apprendre par le jeu. Une pédagogie qui a le vent en poupe et qui semble faire ses preuves. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une plateforme qui permet aux enseignants de créer leur propre jeu pédagogique et ce, sans compétences techniques. Et on en parle avec notre invité Denis Desmet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de 8 Game Learn. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant. Mais vous le savez d'abord, c'est le focus. Jeune reporter, elle couvre l'actualité dans une immersion totale. Camille Courcy partage sa vision du journalisme de terrain à travers ses reportages engagés, un dévouement sans concession aux quatre coins du globe pour couvrir des événements à risque. Elle est notre influenceuse du jour, racontée aujourd'hui par Dylan Coller. 1, 2, 1, 2. C'est bon, je crois. On va pouvoir commencer. Elle représente une nouvelle vague de journalistes. Son nom, Camille Courcy. À 33 ans, cette reporter française a déjà parcouru beaucoup de chemins. Diplômée de l'école de journalisme de Cannes, Camille a rapidement compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais bien sur le terrain, là où l'histoire s'écrit. Son parcours débute sur les chaînes d'information en continu, mais l'appel de l'aventure est plus fort que tout. En 2021, elle prend une décision audacieuse, devenir reporter indépendante. Un choix qui va la propulser au cœur des zones les plus sensibles de notre planète. Sa spécialité, les reportages en immersion. Elle ne se contente pas d'effleurer la surface, elle plonge au cœur de ces sujets. Qu'il s'agisse d'explorer les tensions entre différentes jeunesses israéliennes ou de suivre le quotidien périlleux des démineurs en Irak, Camille va toujours au-delà des apparences. Partir au Bénin, donc en Afrique subsaharienne, à 18-19 ans seul, c'était vraiment la grande aventure. Et donc là, vraiment, en fait, c'était incroyable parce que j'ai dû apprendre à faire du journalisme à l'ancienne, quoi, comme dans les années 80. Donc il fallait se faire des contacts dans toutes les sphères de la société, dans les commissariats de police, dans des ministères, parmi la population, pour qu'on vous prévienne s'il se passe quelque chose dans un quartier, pour être réactif. Je pense que c'est la meilleure école d'apprendre à travailler comme ça. Armée de sa caméra, elle donne la parole à ceux que l'on n'entend que trop rarement. Jeunes Iraniens en quête de liberté, communautés marginalisées, victimes de conflits, elle leur offre une plateforme pour partager leurs histoires, leurs espoirs et leurs craintes. Mais ne vous y trompez pas, Camille n'est pas une tête brûlée. Chaque reportage est minutieusement préparé. Recherche approfondie, contacts locaux, apprentissage express des langues, rien n'est laissé au hasard. Et son travail ne passe pas inaperçu. Mais sa plus grande récompense reste sans doute les près de 128 000 abonnés qui suivent ses aventures sur sa chaîne YouTube, Camille Reporter. Elle incarne un journalisme de terrain, plus humain, qui replace l'individu au cœur de l'information. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail ne cesse d'en séduire plus d'un. Une promesse d'authenticité et de courage qui guidera peut-être quelques jeunes vers ce métier passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Les bienfaits du jeu pour apprendre ne sont plus à démontrer à tel point que l'école s'en est peu à peu emparée. Mais jusque-là, ces expériences restaient souvent pensées par des acteurs extérieurs aux salles de classe. Alors si finalement les enseignants pouvaient eux-mêmes créer des jeux à partir de leur propre contenu, et ce, sans compétences techniques, vous vous dites ça changerait la donne? Eh bien c'est possible et on en parle de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Denis Desmet, fondateur de 8 Game Learn. Alors on va commencer par les bases. Je vous propose, Denis, finalement, c'est de nous présenter ce qu'est 8 Game Learn. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, 8 Game Learn en 2 mots. Donc nous, on a imaginé une plateforme de jeu, en fait, pour apprendre par le jeu. Donc cette plateforme, elle propose 2 modèles de jeu, en fait, déjà tout préparé, donc des escape games et des labyrinthes en 3D. Donc ce sont des jeux 3D multijoueurs. Et l'originalité de notre plateforme, c'est qu'effectivement, on a développé à l'intérieur de cette plateforme un outil qui permet de créer les jeux sans aucune connaissance, ni en informatique, ni en code, ni en graphisme 3D.
Voilà, donc on met à disposition tout un matériel que nous-mêmes on a déjà préparé et on permet aux enseignants, donc du coup aux enseignants, aux formateurs, de créer des jeux pour enseigner des connaissances. Bon, évidemment, on va rentrer dans le détail de tout ça puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on va revenir un petit peu sur la jeunesse du projet. Vous avez été enseignant par le passé. Vous êtes aujourd'hui directeur informatique. Quel constat vous a donné finalement envie de créer cette plateforme EdGameLearn ? Ah, très bien, oui. Ce qui m'a donné envie, c'était plusieurs choses. D'abord, dans ma toute jeunesse, j'ai toujours créé des jeux. Hein. Donc, quand j'étais vraiment petit, j'ai créé des jeux tout le temps pour ma famille. Donc ça, c'est un élément de la genèse. Et après, en tant qu'enseignant, j'ai enseigné l'électronique et j'ai aussi accompagné tout un tas de jeunes qui étaient en difficulté avec les mathématiques. Et souvent, ça m'a permis de détecter ce qui les gênait dans leur apprentissage, ce qui bloquait. Et en fait, je me suis dit que le jeu pouvait lever ces blocages parce qu'on allait pouvoir peut-être aborder les matières un peu différemment. Et voilà. Et après, en tant qu'informaticien, directeur informatique, etc., j'étais connecté à toute l'industrie du numérique, de la 3D, etc. Donc, en assemblant tout ça, ça m'a donné envie de créer EdGameLearn, en fait. Bon, alors, quel type de blocage, à quel type de blocage vous avez été confronté chez les jeunes, justement, qu'on peut dépasser avec la gamification ? Oui, alors le principal blocage, en tout cas que je constatais, c'était que les jeunes prenaient la matière, notamment les mathématiques, ils prenaient la matière d'un point de vue complètement théorique, en ne sachant plus du tout ce qu'ils apprenaient, ni à quoi ça pouvait servir, ni ce que c'était, ce que ça représentait. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient un blocage total, et ce blocage les empêchait d'aborder la matière, ne serait-ce que de la lire, d'essayer de la comprendre, etc. Le théorème de Pythagore, à quoi ça va me servir dans la vie de tous les jours ? Exactement, par exemple, exactement. Donc, et l'idée, et ce que moi je faisais à l'époque pour les débloquer, c'est que j'essayais de leur prendre des exemples concrets de la vie courante. Et on essayait d'appliquer ces théorèmes ou ces outils mathématiques, on essayait de les appliquer à quelque chose de concret. Et là, ce que je constatais, c'est que tout d'un coup, tout se débloquait parce que, justement, le point de blocage qui était de dire finalement, je refuse d'apprendre parce que je me sens bloqué avec cette matière. Il fallait lever ce point de blocage. Et une fois que ce point de blocage était levé, finalement, eh bien, le jeune ou l'enfant, en tout cas, arrivait à progresser dans la matière, je dirais, dans cette matière-là comme dans toutes les matières, en fait. Bon, alors si aujourd'hui je suis enseignante et que j'ai envie de m'abonner à EdGameLearn, par quoi est-ce que je commence ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur la plateforme très concrètement ? Ce que vous allez pouvoir faire, si vous vous abonnez à notre plateforme, vous allez disposer d'un campus, vous allez disposer de votre propre école. Et dans cette école, vous allez pouvoir accueillir des élèves. Donc c'est une école virtuelle du coup qui est en 3D. Chaque élève va avoir son petit avatar et va pouvoir se balader dans l'école. Et vous allez avoir un outil qui vous permet de créer des jeux, notamment donc des escape games ou des labyrinthes. Et après, une fois que vous avez créé ce jeu, en fait, vous pouvez le publier dans votre campus, dans votre école virtuelle. Et puis, vous allez pouvoir après faire jouer votre jeu aux élèves. Soit les élèves joueront seuls, soit vous pouvez aussi créer des équipes. Donc les élèves vont pouvoir jouer en équipe. C'est assez original parce que la plupart des plateformes de jeux sont des jeux monojoueurs, c'est-à-dire il n'y a pas d'expérience collective. Nous, on a tout de suite misé sur le fait que l'expérience collective était un élément clé aussi pour débloquer les jeunes dans leur apprentissage. Pouvoir s'appuyer sur les autres. Voilà. Là, ce que vous m'expliquez finalement, peut-être que je me trompe totalement, mais j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu au métaverse de Facebook, ce côté, une classe 3D. Ah oui, alors l'inspiration du métaverse, elle m'est venue justement il y a quelques années en visitant, en allant à un salon où le métaverse était le sujet principal. Et c'est vrai que j'étais allé à ce salon et c'est quand je suis revenu de ce salon que j'ai créé l'idée de campus virtuel en fait et d'école virtuelle. Et je me suis dit que finalement créer un lieu en 3D qui réunirait
tous des jeux d'apprentissage, en fait, ça pouvait créer une sorte d'univers d'apprentissage, et c'était une façon concrète, en tout cas, de matérialiser cette idée de métaverse, de la matérialiser sous forme de campus qui serait un lieu où on peut apprendre, découvrir, tester, revisiter. Si jamais on a bloqué sur une matière, on peut aussi réviser, on peut rejouer. Donc il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites. Bon, vous insistez quand même sur un point clé. Donc effectivement, vous avez des solutions clés en main, des jeux qui sont déjà prêts, mais vous avez aussi des jeux qu'on peut créer, et ce, sans aucune compétence technique requise. Comment c'est possible, ça ? Alors comment c'est possible ? Parce ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une sorte de configurateur de jeu. Donc c'est un configurateur qui permet de saisir des petits post-it, donc les post-it de vos idées. Donc, par exemple, si vous avez un post-it d'énigmes, si vous avez un post-it de documents, d'informations, d'images, de bandes son, petites bandes vidéo, vous allez pouvoir en fait injecter tout ça dans un scénario de jeu qui vous conduit à définir vos énigmes, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à choisir un décor, choisir un niveau de difficulté, et vous pouvez essayer votre jeu, du coup, tout de suite en ligne. Et ensuite, une fois que vous l'avez essayé, une fois qu'il est au point, vous pouvez le publier au sein de votre école virtuelle. Donc, voilà. Et donc, effectivement, cet outil qui, en gros, demande des connaissances informatiques très simples, c'est-à-dire il faut savoir manipuler des images, des textes, des sons. Une fois qu'on sait faire ça, je dirais, il n'y a pas d'autre barrière pour pouvoir créer un jeu, en fait. Et de ce que je comprends, donc en fait, tout est personnalisable finalement, que ça soit le déroulement, l'intrigue, les décors, les personnages aussi. Oui, tout à fait. Alors les personnages, oui, les personnages, l'intrigue, en fait, ça c'est vous qui le définissez, c'est vous qui le créez. Donc ce que nous on appelle le fil rouge, en tout cas le fil rouge du jeu, la découverte des énigmes, comment vous allez amener la découverte pédagogique du sujet que vous voulez enseigner. Effectivement, aujourd'hui, en fait, avec les premiers déploiements qu'on a pu faire, on a pu traiter des problématiques de jeux vraiment très très différentes, de toutes les matières et de sujets véritablement complètement différents. Alors, comment sont intégrées les notions pédagogiques finalement dans ces jeux ? Est-ce qu'elles sont très visibles ou est-ce qu'elles sont un petit peu plus cachées, entre guillemets ? Voilà, tout à fait. Alors, toute l'astuce du jeu, effectivement, consiste contrairement à un exercice ou à un cours, je dirais classique, dans un cours classique, on va bien sûr aborder la notion, la matière, et bien sûr, c'est absolument nécessaire, il faut le faire. Dans le jeu, ce qu'on va plus, c'est on va essayer de mettre en scène l'utilisation de la connaissance qu'on veut acquérir. Donc l'astuce, effectivement, pour trouver des idées de jeu, pour trouver des scénarios de jeu, un fil rouge de jeu, c'est de ne pas chercher à enseigner la connaissance telle qu'elle, mais c'est plutôt de trouver une mise en scène où cette connaissance est utilisée et après d'imaginer une histoire qui va permettre de faire cette découverte d'utilisation de cette connaissance. Et en fait, ce que va faire l'élève ou l'apprenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser cette connaissance pour répondre à la mise en scène du jeu. Et finalement, il va l'utiliser sans même s'en rendre compte et probablement réussir. Parce que c'est orienté but. Et justement, ça revient à ce que je disais au tout début sur les points de blocage. Quand on arrive à orienter les jeunes sur le but et à quoi ça sert, tout d'un coup, il y a plein de verrous qui se débloquent. Donc le résumé, c'est qu'un bon jeu pédagogique, c'est un jeu où on ne se rend pas compte qu'il y a de la pédagogie derrière. Oui, tout à fait. On pourrait dire ça. On pourrait dire qu'à la limite, s'ils ont terminé le jeu et ils ont réussi, et d'ailleurs, c'est ce qu'on vit avec certains jeunes qui avaient, par exemple, des blocages totaux en mathématiques. Finalement, ils arrivent à la fin du jeu et je leur dis, mais tu viens de réussir le jeu avec des calculs que tu savais pas faire, ou soi-disant tu disais que tu ne savais pas les faire, et finalement tu y es parvenu en fait. Et donc effectivement, l'élève s'aperçoit lui-même qu'il est arrivé en fait à suivre ce parcours, à suivre ce chemin, alors qu'il imaginait peut-être, par une autre approche, il aurait imaginé que ce n'était pas possible. Alors on a parlé du fait qu'effectivement il ne faut pas de compétences techniques, mais ce que je comprends c'est qu'il faut quand même un petit peu de créativité pour les enseignants, il faut avoir cette fibre-là.
Oui, tout à fait. Il faut avoir un peu de créativité. Alors, si cette créativité... alors, nous, on peut aussi aider. Donc, on fait ce qu'on appelle des ateliers... on appelle des ateliers d'idéation. Donc, effectivement, quand on part d'un objectif pédagogique, on peut se dire, parfois, ça peut être... il y a une étape, là, un peu clé, qui est de dire comment je vais imaginer présenter le sujet. Donc on crée des ateliers d'idéation dans lesquels on va proposer en fait une méthodologie de création. Donc on a développé une méthodologie qui permet de partir des objectifs pédagogiques et de se poser par petites étapes successives, de se poser un certain nombre de questions qui amènent en fait à concevoir un fil rouge, des énigmes et un scénario complet. Voilà, tout à fait. Bon, on va continuer à parler de Headgameler, bien évidemment, parce qu'on a encore plein de choses à aborder ensemble. Mais d'abord, je vous propose de faire un tour sur la planète tech. Images et vidéos, c'est la crème de la crème d'Internet. C'est la sélection de Dylan Coller. On the slimes, you know. And then just, do you want me to make it Move it around a little. So it's not only tracking, capture. Vertical farming on aeroponic towers, it is crucial to use a durable silent pump that is reliable. After numerous comparative tests with pumps made in the USA, China, Germany, France, or Korea, nothing compares with the Syncra silent pumps from Siche in 28 different countries involving different voltages and silent and robust pumps that we have ever worked with on the marketplace. Si vous nous rejoignez sur School TV, bienvenue dans l'école du futur. Je suis avec mon invité Denis Desmet, fondateur de Headgameler, avec qui l'on parle de cette plateforme à destination des enseignants qui leur permet de créer des jeux autour de leurs cours et le mieux sans compétences techniques. On continue à en parler dans la seconde partie du talk. Alors Denis, en première partie d'émission, on a commencé un petit peu à poser les bases de cette plateforme, comprendre comment elle fonctionne. J'aimerais qu'on aborde quand même le côté contraintes techniques. J'imagine qu'il y en a quand même quelques-unes autour de cette plateforme. Déjà, il faut un ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour que les élèves à la fois puissent jouer et que les enseignants puissent créer leur jeu ? Très bien, oui, tout à fait. Donc, alors, effectivement, on a imaginé le jeu, donc c'est de la 3D, mais on a fait en sorte que ça puisse fonctionner sur un PC. Donc aujourd'hui, ça fonctionne sur PC. Et donc ça veut dire que ce qu'il faut pour matériel pour l'enseignant, c'est un ordinateur en fait, et pour les apprenants, ce sont des PC. On est en train de sortir là en ce moment, c'est-à-dire là pour début janvier, on va sortir une version dite web. Qui sera une version qui permettra effectivement du coup d'étendre le déploiement de la plateforme
puisque là, il suffira d'un ordinateur ou d'une tablette, puisqu'on a intégré une ergonomie tablette. Et voilà, donc là, c'est la sortie du mois de janvier, en tout cas, c'est l'annonce du mois de janvier, de sortir cette version qui, du coup, permet d'étendre les usages à la fois pour les écoles et pour les enseignants, en fait. Bon, on est ravis de l'apprendre ici dans l'école du futur. Est-ce qu'à terme, peut-être aussi, vous souhaitez intégrer votre plateforme sur les téléphones portables? Parce que c'est aussi ce qui parle aux jeunes maintenant. Oui, les téléphones, donc ça, c'est la prochaine étape, effectivement. Vérifier surtout la partie performance, en fait, de notre application. Et puis, dans le futur, on a la partie réalité virtuelle, en fait, hein, qu'on n'a pas déployé pour le moment, enfin qu'on n'a pas mis en production pour le moment, justement parce que les écoles, les organismes de formation ont très peu d'équipements de ce type. Donc, mais en tout cas, l'ergonomie de notre outil, l'ergonomie du jeu, en fait, permet de le faire à terme. Donc, on ira aussi probablement vers cette cible-là quand elle sera mûre technologiquement. Bon, ça sera l'occasion de revenir sur notre plateau pour en discuter. Pour en parler, ouais. Alors, pour revenir sur le côté création, donc on revient du côté exclusivement des enseignants. Combien de temps en moyenne il faut pour créer un jeu sur EdGameLearn? Alors, si on parle de vraiment créer le jeu, l'idée, etc., en fait, une séance de travail de 3-4 heures permet de le faire. Après, ce qui peut prendre un peu plus de temps, ça dépend un petit peu de la quantité d'images et de sons que vous voulez produire dans le jeu. Donc là, c'est ça qui peut prendre un peu plus de temps. Après, aujourd'hui, grâce à l'IA, on a pas mal d'outils qui nous permettent de générer plus facilement à partir d'un prompt, de générer une image, une illustration, une bande-son, etc. Donc effectivement, l'IA, dans la partie exécution et mise en réalisation, on va dire, peut nous faire gagner énormément de temps dans la réalisation des médias. Et là, l'IA, pour le coup, on utilise une IA à côté ou c'est quelque chose qui est directement intégré sur votre plateforme? Alors, pour le moment, c'est quelque chose qu'on utilise à côté. Donc, la plateforme, effectivement, c'est l'outil de création de jeux, c'est ces petits systèmes de post-it dans lesquels on vient injecter une image, un média, quel qu'il soit, en fait. Et effectivement, à terme, c'est donc d'utiliser des outils IA qui sont à côté. Et ça, c'est un peu notre projet de l'année, notre projet R&D de l'année, c'est d'intégrer un outil d'IA qui aiderait dans la partie idéation, donc dans la partie comment je passe de l'objectif pédagogique à une idée de scénario de jeu, etc. Et aussi dans la partie réalisation, c'est-à-dire concrètement, si je veux faire une illustration, si je veux faire une bande-son, effectivement, que cet outil-là puisse le faire, ou en tout cas aider à le faire, quoi. Alors nous, on envisage l'IA non pas comme un outil qui fait tout le travail, mais plutôt comme un assistant qui aide à trouver des idées, qui aide à réaliser l'émulation finalement. Oui, tout à fait. On soit dans l'émulation, tout à fait. Est-ce qu'on peut modifier un jeu que l'on a proposé à une classe? Est-ce qu'une fois qu'il a été lancé, ça y est, on ne peut plus rien toucher? Ou est-ce qu'avec les retours des élèves, on peut justement améliorer? À tout moment, on peut retoucher son jeu, en fait. Donc on peut faire deux choses, c'est-à-dire on peut le modifier et puis en produire une nouvelle version, en fait, et le republier dans l'école, au sein de l'école virtuelle. Mais on peut aussi faire des variantes. On peut, par exemple, copier son jeu et en faire une deuxième variante avec, par exemple, d'autres énigmes ou des énigmes peut-être plus difficiles pour un niveau d'élève qui, par exemple, serait particulièrement à l'aise avec telle ou telle matière. Et aussi, on peut se servir du copie de jeu pour faire aussi peut-être des jeux plus simples pour des élèves où on voit, en déroulant le jeu, on voit qu'ils ont été en difficulté avec la notion, etc. Donc on peut chercher à faire des jeux aussi plus simples pour justement qu'ils puissent quand même faire ce jeu et acquérir les connaissances peut-être plus par étapes que des élèves qui vont être plus à l'aise avec la matière. Donc effectivement, la copie de jeu, c'était une des fonctions principales, on va dire, de l'outil de création pour pouvoir créer des scénarios différents à partir d'une même idée de base. Bon, alors on l'a compris, quand vous êtes enseignant, donc vous créez votre jeu, ensuite vous le diffusez dans votre école virtuelle. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, si je suis un enseignant qui est attiré par le jeu d'un autre enseignant, de pouvoir le récupérer? Est-ce qu'il y a un partage des données?
ou ça reste vraiment cloisonné à chaque fois à une école virtuelle? Alors, on a donné la possibilité à chaque enseignant de déclarer le jeu en mode free. Alors, s'il déclare son jeu en mode free, on pourrait appeler ça open source, effectivement, dans ce cas-là, le jeu devient disponible à tous ceux qui sont abonnés à la plateforme, on dira. Et ça veut dire que quand vous êtes dans votre école virtuelle, vous pouvez voir à la fois les jeux que vous avez créés vous, et vous pouvez aussi consulter les jeux qui ont été créés par d'autres enseignants, et qui, parce qu'ils les ont mis en statut free, enfin, on appelle ça le statut free. Donc effectivement, un enseignant qui a créé un jeu très intéressant et veut le mettre à disposition de la communauté des enseignants peut le faire. Et du coup, les autres enseignants peuvent l'utiliser gratuitement, on va dire, et l'utiliser pour leurs cours et pour faire jouer leurs propres élèves. Est-ce que le jeu peut fonctionner pour toutes les disciplines de votre expérience terrain? Alors, de notre expérience terrain, aujourd'hui, on a fait des jeux en mathématiques, on a fait des jeux en français, on a fait des jeux sur la mobilité, on a fait des jeux sur l'écologie, on a fait des jeux sur la découverte des métiers pour des écoles, justement, des écoles de commerce, des écoles de communication. Voilà, en fait, aujourd'hui, je dirais, pour répondre à cette question, on n'a pas eu de jeux pour lesquels on ne savait pas encore faire. Et de toute façon, notre approche, c'est de dire, bon, nous, on est une start-up, on développe notre plateforme, et si jamais on tombe sur un contexte où on nous soumet, on va dire, une problématique en disant, on aimerait bien pouvoir faire ci, on aimerait bien pouvoir faire ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier comment on peut introduire ce besoin, on va dire, dans une solution qui reste facilement paramétrable, facilement. Donc, on va essayer de faire des choses toujours dans notre esprit no-code 3D multijoueur. Donc, ça veut dire que si on nous soumet un nouveau besoin, on va faire évoluer notre outil pour intégrer cette nouvelle possibilité. Donc voilà, ça me permet de répondre. Justement, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à ce qu'on a aujourd'hui et continuer à faire évoluer notre outil, parce qu'on est bien conscient qu'on va bien tomber sur des points qui ne sont pas aujourd'hui implémentés que nos clients aimeraient bien avoir. Bon, l'un des intérêts de la gamification, effectivement, c'est de rendre un petit peu plus transparent, finalement, d'avoir les notions d'apprentissage, mais en premier lieu, le plaisir. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir un suivi, bien évidemment, de progression des élèves. Est-ce qu'aujourd'hui, vos jeux gardent une trace, justement, de ce que fait chaque élève, là où il y a des difficultés ? Oui, alors donc ce qu'on a intégré dans l'école virtuelle, c'est ce qu'on a appelé le Ludo CV. Donc le Ludo CV, c'est quoi ? C'est les petits badges après chaque jeu. En fait, chaque apprenant récupère un badge avec son score. Les gommettes qu'on avait à l'école, finalement. Les gommettes, voilà. Ouais. Bon, là, c'est des points, puisqu'on a un système de points dans chaque jeu qui récompense l'effort personnel, l'effort collectif, quand on joue à plusieurs, bien sûr, et permet aussi de situer sur quelle énigme éventuellement on a calé. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait un escape game avec 3-4 énigmes, on peut très bien avoir calé sur la première énigme, mais c'est pas très grave. Ça permet juste de savoir, bon, ok, moi j'ai calé sur la première énigme, essayer de comprendre pourquoi, en tout cas. Donc, effectivement, chaque apprenant voit son parcours, il voit ses différents badges de jeu, et l'enseignant peut voir les résultats de score de jeu aussi de ses élèves. Donc, du coup, lui, il peut, par exemple, détecter que, je ne sais pas, par exemple, sur tel jeu, toute la classe n'a réussi que la première énigme. Là, il peut probablement se dire je dois réexpliquer ou je dois revenir sur cette notion, ou peut-être que mon jeu était aussi trop difficile. En tout cas, ça lui donne un feedback qui lui permet d'ajuster soit son jeu, soit de revenir sur la matière. Bon, cette émission touche à sa fin, mais il y a une question qui reste, et elle est brûlante, c'est celle du tarif. Ah, alors du tarif, nous, je donnais les prix, c'est ça ? Bah oui, quand même, ça peut aider pour les enseignants qui nous regardent. On a un tarif, c'est vrai qu'au tout début, on adresse 3 cibles, on adresse les écoles supérieures, les organismes de formation, mais également les entreprises qui souhaiteraient
pour leurs besoins propres, créer des jeux en fait d'apprentissage de connaissances, de découverte du fonctionnement de l'entreprise, etc. aussi. Alors on a un tarif éducation et on a un tarif pro, on va dire entreprise. Donc le tarif est de 9,90 € par mois pour les créateurs de jeux, donc les enseignants qui sont en situation de créer des jeux. Et le tarif pour les apprenants est de 90 centimes d'euros par mois. Bon. Pour utiliser la plateforme 3D, temps réel, etc. Ce qui fait en gros une dizaine d'euros par an. Ce qui est tenable a priori en termes de budget. On a essayé de faire quelque chose qui soit complètement accessible pour les écoles. Bon, merci beaucoup Denis Desmet d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondateur de 8 Game Learn. Merci également aux équipes en régie et à Lilian Bremond d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous, comme toujours, d'être fidèles à l'École du Futur. On se retrouve demain avec grand plaisir à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.